le pacte de croissance, les conditions de sa réussite. Nous allons nous y intéresser tout de suite avec la toute première communication de la matinée, et c'est l'économiste Yacine Oued-Moussa qui s'y colle. Alors, on va mettre tout le monde à l'aise. Soit vous restez à votre niveau pour la présentation, soit vous venez ici, soit vous avez un micro-baladeur et vous circulez librement à votre convenance. Yacine Oued-Moussa, vous préférez ici? Et comme nous sommes à Mostaganem, puis de Mouet, je vous dirai en arabe, dialectal, culture, Sbahou Barakou, combien de millions d'euros pour le café Barakou? Vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais ça permet de faire un investissement en hydrocarbures. Alors, je remercie, moi, la Chambre de commerce et d'industrie de Mostaganem, et responsable de m'avoir invité, pour parler d'un thème aussi important. Je suis le seul qui n'a pas une casquette particulière, donc je parle de façon extrêmement libre, contrairement à mes camarades qui, eux, représentent des espaces, des corps constitués, et qui ont tout à fait le droit et même le devoir d'avoir une idée particulière sur ce thème. Donc moi, j'offrirai un simple regard, pas neutre, naturellement, il y a la neutralité dans ces histoires-là, mais avec moins de, j'espère, de partialité, travail moins partiel. Donc les conditions de réussite du pacte, ça je vais vous dire tout de suite, ça c'est un cahier de charge, c'est une étude, il mérite des termes de référence, c'est un programme, c'est pas quelque chose qu'on évacue en un quart d'heure, pour le main, dans une pirouette. C'est un thème très très générique, très très général. On espère qu'il sera très généreux. Et c'est un thème assez difficile puisqu'il est au carrefour d'un certain nombre d'interrogations, d'intérêts, de visions, de solutions, de combats, les uns affichés, les autres cachés, mais en réalité de contradictions et de, pourquoi ne pas dire, d'opposition parfois. C'est pas la divergence, c'est l'opposition. Alors, pour le traiter, je me suis posé un certain nombre de questions. La première, j'ai voulu vous faire bénéficier d'une phrase d'un jeune qui est décédé il y a longtemps dans l'Antiquité. Il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait vers quel port aller. C'est juste pour signifier qu'un pacte de croissance, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui mérite un axe central. Et c'est même, pour toutes les économies du monde, une nécessité absolue d'avoir une vision à moyen et à long terme. Et pour visiter explorer ce travail, ce pacte, alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un pacte? Quelle est sa valeur juridique? Qu'est-ce que c'est que la croissance? Parce que des fois on parle de la croissance, c'est un peu comme la Sibérie, tout le monde en parle, mais personne n'est allé visiter la Sibérie. Donc il faudrait savoir aussi, donc c'est pour fixer les idées un peu, quels seraient les enjeux, quels seraient les facteurs de croissance, et puis quelques conditions avec une conclusion. Donc ça fait beaucoup. Alors c'est le plan que je vous ai annoncé. En ce qui concerne un pacte, alors on dit que c'est un accord entre plusieurs parties, on doit atteindre des objectifs communs, on a des modalités de mise en œuvre qu'on a arrêtées conjointement, il n'y a pas d'unilatéral, et enfin une répartition négociée des responsabilités de chacun des signataires. C'est comme un contrat. Les deux parties doivent être satisfaites, il n'y a pas de part léonine. Ça c'est le jargon des juristes. Et donc je laisserai, s'il y a des juristes dans la salle, d'explorer et d'exploiter les points et les recoins des notions juridiques. En réalité, le seul pacte que les chefs d'entreprise connaissent, c'est le pacte d'actionnaires. Souvent, les actionnaires, quand ils ont une entreprise, en général une société par action, ils mettent en place un pacte pour protéger la mobilité, l'accessibilité du capital, quand il s'agit de revente des actions, ne pas laisser les OPA, donc on se protège. Ça se fait, c'est associé au statut, ça se fait de volontaire, il peut être confidentiel ou pas. Et puis chez nous, on a fait un pacte économique
et social, il n'y a pas très longtemps, en 2006. Alors un pacte économique et social, quand on voit dans le monde, c'est fait soit pour traverser des périodes difficiles, en général on partage les efforts et les fruits, souvent on partage les efforts et pas les fruits, hein, c'est toujours asymétrique entre les partenaires, selon les rapports de force et les circonstances internes et internationales, ou bien, alors quelque chose de beaucoup plus sérieux, un pacte c'est quelque chose qui met en place des éléments structurants pour voir l'avenir ensemble. En ce qui nous concerne, la valeur juridique, est-ce que c'est un contrat payé, ce pacte, est-ce que c'est comme un contrat devant notaire? Dans ce cas-là, chacun des parties contractantes a obligation de réaliser ses engagements. Si maintenant ce pacte ou ce contrat se fait devant un Parlement, il a force de loi. Et s'il n'est pas devant ni la loi ni le droit, il serait tout simplement une série d'engagements croisés entre des institutions, des acteurs institutionnels, avec lesquels il y aurait une obligation peut-être morale, peut-être politique, et peut-être également quelques éléments pour mesurer l'état d'application. Mais il n'a pas une force contraignante. En tous les cas, en ce qui concerne le prochain pacte de croissance, la question reste posée, est-ce qu'il y aura cette force de loi? Parce que celui de 2006, auquel j'ai contribué, n'avait pas force de loi. Donc ça reste une série, certaines actions ont été réalisées, d'autres ce sont des vœux très pieux, et parfois certains pas pieux du tout, même athées. Donc c'est pas très contraignant. Ça c'est pour la notion juridique du pacte, c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc j'ai essayé d'être pédagogique, le pacte. Maintenant la croissance. Alors la croissance, ça vient du verbe latin crescere, qui veut dire grandir, croître. Alors on parle tous de la croissance. Bon, en général, la croissance, c'est l'accroissement de la PIB, la production intérieure brute. C'est la somme des valeurs ajoutées, de la richesse créée en une année par les acteurs nationaux ou locaux ou étrangers. Alors, si on reste confiné à un espace intérieur, on dit production intérieure brute, c'est-à-dire qu'on prend en compte les valeurs ajoutées créées par à la fois les autochtones, les Algériens dans notre cas, et les étrangers. Si on parle de PNB, produit national brut, là on parle que des Algériens ayant produit de la valeur aussi bien chez eux et, Inch'Allah, à l'étranger. Alors on calcule la PIB, on la calcule, on prend celle de l'année passée, celle de cette année, on met sur cette soustraction, on met sur l'année passée, on a le taux de croissance. Alors, vous constatez au gré des circonstances, des crises récurrentes, financières, monétaires, politiques, des conflits, constatez que la croissance aujourd'hui, c'est un peu comme la pierre philosophale. Tout le monde cherche la croissance. Les nations, les petites nations, les grandes, chacun essaie de faire en sorte que l'autre soit le moteur, que l'autre soit le marché de l'autre, etc. Donc c'est très difficile. Seulement, il faut bien avoir à l'esprit que lorsqu'on parle de croissance uniquement du PIB, les aspects qualitatifs sont évacués. Ils sont évacués et la croissance, la PIB ne tient pas compte du bien-être, de l'éducation, de la culture, du sport, du degré de liberté, d'expression, de la pluralité, de la tolérance, tous ces éléments qualitatifs qui font qu'une société est une société civilisée et puis qui font que la croissance, c'est la matière première, lorsqu'elle est bien diffusée, du développement. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la croissance et pas le développement. Il y a beaucoup de pays dans le monde, ils ont même une croissance à deux chiffres, mais ils n'ont pas de développement, c'est-à-dire qu'ils ne diffusent pas. Donc il faut bien avoir à l'esprit cette notion de croissance, de savoir de quoi on parle. Je vous ai mis là sur le tableau tout ce que la croissance, la PIB ne prend pas, les dégâts causés à l'environnement, les ressources naturelles, etc. etc. Alors là, on rentre dans les questions un peu difficiles. En général, les économistes, et puis la réalité, l'histoire économique des pays, on a deux types de croissance. La première, elle est extensive, celle qui consiste à multiplier, à mettre en place une démographie des unités de production, des exploitations, c'est-à-dire tous les lieux où l'on crée de la valeur. Mon pays a essayé cette formule entre 65 et 79, donc une croissance extensive.
offensive importante, avec 40% de la PIB investie à l'époque chaque année. On a raté après 80 avec un dollar à 10 et Paris à 40 la période où on pouvait passer d'une période d'une croissance extensive ou d'un développement extensif à un développement intensif, c'est-à-dire la croissance intensive, c'est tout simplement améliorer les conditions de fonctionnement de l'économie, de l'administration, des marchés, des financements, etc., pour avoir une meilleure productivité, une meilleure compétitivité. Mais là, à la clé, l'emploi est un élément marginal, alors que dans le premier cas, dans une croissance extensive, l'emploi est au centre des préoccupations et du développement. Là, il faudra que le pacte de croissance qui est en gestation aujourd'hui dans notre pays tranche la question. Alors, la question de l'emploi, elle est fondamentale, elle n'est pas encore réglée, loin de là. Je vous invite donc ce pacte de croissance serait un accord, un contrat moral, à défaut d'être un contrat moral, à défaut d'être un contrat de droit. On va supposer que cette croissance est partagée. Je dis souvent que lorsque la croissance est partagée, lorsque la connaissance scientifique est partagée, comme le plaisir d'ailleurs, lorsqu'il est partagé, eh bien il s'accroisse. Lorsque la croissance n'est pas partagée, il y a le PIB, la PIB, le PNB, le bien-être, tout ça reste stagnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un pacte de croissance, il faut que les acteurs regardent dans le même sens. On va définir tout à l'heure les acteurs. Il faut un consensus sur le diagnostic actuel. Or, sur le diagnostic, on peut observer des divergences, des différences, des oppositions. La principale que l'on peut retirer depuis que mon pays est passé à cette économie de marché, sous la pression des événements économiques et sécuritaires, c'est qu'il y a un débat qui n'est pas encore tranché entre ceux qui disent que les réformes vont très vite, très très vite, et qu'on ne s'est pas préparé, et ceux qui disent qu'elles vont très lentement. Naturellement, ce sont des débats qui sont loin d'être des débats entre innocents, entre gens naïfs. Les intérêts se sont cristallisés, la libéralisation du commerce extérieur, la non-préparation à l'ouverture, la non-préparation de l'administration économique, les résistances, les distorsions, les dysfonctionnements font qu'on essaye de construire depuis à peu près 88 ou 90, ou depuis le programme d'ajustement, une économie de marché. Et c'est extrêmement sophistiqué, et ça demande une gouvernance extrêmement pointue.